Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous de nouveau aujourd'hui pour ce 8e webinaire. Je suis peut-être trompé, je ne sais plus si c'était peut-être le 9. Sur la planification participative, donc, et nous allons continuer dans le même format que précédemment, c'est-à-dire sur 25 minutes. Alors, une petite information, dès la semaine dernière, on avait basculé en fait les vidéos sur YouTube. Vous retrouvez le lien ici, lequel lien est dans la présentation qui est en ligne toujours sur le site. Donc vous le retrouvez aussi pour accéder directement aux vidéos des différentes sessions qui vous ont déjà été présentées. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? J'ai un peu changé la présentation. Donc on en est à la prospective participative. On avait fait des jeux de rôle la semaine dernière, vous vous souvenez, ce qui faisait suite à la modélisation. On a des sessions pleine participation numérique la prochaine fois, expertise et participation, la recherche. Et à partir du 11 mars, on a encore des sessions prévues qui auront lieu sur une nouvelle plateforme BBB, non plus sur Zoom, vous verrez. Donc, on vous invitera en fait à vous réinscrire à ce moment-là. Et on vous donnera directement le lien pour les sessions à partir du 11 mars. Suite aux demandes initiales concernant Gilets jaunes, Convention citoyenne, etc., c'est programmé. J'ai déjà commencé à regarder un petit peu comment on a organisé ça et ça viendra à la suite du programme actuel que nous ne modifions pas puisque chacun s'est un peu organisé par rapport à ça. Allez, on peut commencer. Alors, aujourd'hui, on va parler de faire co-construire des plans d'action. Qu'est-ce que ça veut dire faire co-construire des plans d'action? Ça va vouloir dire essentiellement s'intéresser à la façon dont on va permettre aux acteurs, dans l'ensemble du cycle décisionnel que vous avez déjà rencontré, où on a déjà traité un certain nombre d'étapes ensemble, on va maintenant essayer de permettre aux acteurs en fait, de formuler, de structurer, d'organiser, de partager des propositions d'action, ce qu'on va appeler aussi des options, etc. Vous verrez, le vocabulaire peut un peu bouger, qui vont pouvoir argumenter, débattre, et aussi intégrer dans des plans, c'est-à-dire mettre ensemble des bouts de briques d'action pour faire des stratégies. Donc, les mettre dans des plans d'action qui vont être des plans multi-enjeux, multi-échelles, multi-niveaux, multi-plein de choses, parce que le monde est complexe et qu'il faut traiter l'ensemble et que l'objectif est d'essayer d'aller vers des solutions qui essayent de résoudre différents problèmes un peu en même temps, parce que c'est la notion de gestion intégrée qui nous intéresse à un moment donné et de changement global. Et donc, finalement, évaluer, adapter et choisir parmi ces plans. Voilà un peu le schéma de trame. Alors, des plans, il y en a partout. Alors là, j'ai pris les exemples français. On aurait pu internationaliser, enfin français. Il y a la Nouvelle-Calédonie qui est indépendant, comme vous le savez. Mais le reste, c'est des exemples français de plein de plans, de plein de types, alors avec des jargons et des acronymes dans tous les sens. Les plans, il y en a partout, ça fait longtemps. On aurait pu prendre du temps et mis un très beau transparent sur l'historique de la planification, mais ce n'était pas indispensable maintenant. On retiendra quand même que ce n'est pas une histoire nouvelle, la planification, et il y a eu une résurgence récente suite à la décision du président de la République de renommer quelqu'un au commissariat général au plan, en l'occurrence M. Bayrou, comme vous le savez. Je ne sais pas très bien ce qu'il va faire, mais en tout cas, c'est un revival du plan aujourd'hui. Qu'est-ce qui va nous intéresser? On va se poser la question, un peu comme dans cet exemple-là, que j'utilise souvent, qui est de se dire finalement, si on veut créer un nouveau dispositif, par exemple technique un peu compliqué, avec des fonctions dans un nouvel espace, sur quoi on s'appuie? On s'appuie sur l'histoire, on s'appuie sur ce qui est acquis, on va réfléchir sur des exemples, donc sur des choses qu'on a en tête comme un peu un cadre historique, mental, cognitif. On a des paquets de composants disponibles sur lesquels on peut piocher. Donc, il y a une espèce d'un ensemble de choses sur étagère pour permettre de construire cette nouvelle solution, si on veut. Il faut tenir compte des contraintes, de différents éléments de la situation. On va choisir des indicateurs, donc du rendement, du poids, etc. Et puis, à ce moment-là, on va commencer à élaborer effectivement un plan et aller vers une stratégie d'assemblage qui va nous permettre de faire une réalisation. C'est la même chose qui va nous intéresser dans des espaces multi-acteurs, dans des espaces complexes et pour des problématiques socio-environnementales, territoriales. Alors, prenons rapidement quelques exemples pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc, voilà un premier exemple qui a été traité dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait Aquastress en Bulgarie entre 2006 et 2007, avec des collègues bulgares, anglais, etc., et des Français. Et dans lequel en fait on traitait la cogestion inondation-sécheresse sur le bassin de l'Iskar, qui est la grande rivière qui coule sur la capitale Sofia et qui va vers le Danube, où il s'agissait de trouver des solutions pour
approcher à la fois les questions techniques et non techniques autour de la gestion de l'eau dans ce territoire. Et donc, sur une période de quelques mois, on a engagé des groupes d'acteurs très hétérogènes. Donc, vous avez en haut à droite la présentation de ces acteurs sur un travail commun pour formuler leur vision d'abord de comment ça marche leur territoire autour des inondations et des sécheresses, et puis progressivement de proposer des actions et d'essayer de mettre ensemble ces actions. C'est ce que vous voyez en bas à droite sur ces images, donc ces grands tableaux, et les petits machins jaunes et verts, c'est des actions qui sont proposées. Chaque action a des caractéristiques. Pour réaliser quelque chose, il faut satisfaire un certain nombre de besoins, il y a des conditions, et puis il y a des effets attendus. Et tout ça, c'est un dialogue sur la façon dont une stratégie territoriale, inondation, sécheresse, un machin pas évident à gérer, eh bien, on va mettre ensemble beaucoup de choses et essayer que ça tourne et que ça fonctionne. Alors, même processus beaucoup plus récemment, par exemple sur la Drôme, on avait déjà parlé de la Drôme, vous vous souvenez probablement, dans un des webinaires précédents. Et dans la Drôme, les citoyens de la Drôme, qui avaient déjà décidé comment ils allaient s'organiser, ils avaient fait de la pré-participation, comme on l'a expliqué, eh bien, ils ont fait de la planification. Donc, on les a invités, alors après un premier travail sur lequel on reviendra, qui a été de définir finalement le langage qu'ils allaient utiliser pour décrire leur participation, leur stratégie, pardon, pas leur participation, leur planification, eh bien, ils ont mis ça en œuvre. On leur a ouvert un espace en ligne, en l'occurrence, pour faire des propositions d'action. Donc, il y a eu plus de 130 propositions d'action. Et après, ils ont travaillé ensemble pour mettre en musique l'ensemble de ces actions, alors en sélectionnant, pour arriver vers des propositions transmises à la commission locale de l'eau pour améliorer le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau avec des parties moyen terme, court terme, etc., etc. Voilà. Donc, voilà un autre exemple de planification participative, toujours dans un schéma un peu complexe, avec beaucoup d'actions, et comment faire la colle entre tout ça. Un autre exemple récent, c'est un travail qu'on a piloté avec notre collègue Caroline Lejard en Nouvelle-Calédonie, d'abord sur plusieurs années, d'abord sur la province nord, puis avec un déploiement à l'échelle du pays pour la politique de l'eau partagée, la PEP, vous voyez l'espèce de machin au milieu, là, c'est qui est en fait le dispositif de révision des politiques de l'eau pour le pays, avec deux étapes, une étape en 2018, une étape en 2019, et un forum de l'eau à l'échelle du pays, où il s'est agi de mettre en musique tout ça, mais avec aussi un travail délocalisé dans des territoires pour préparer et demander aux acteurs de contribuer autour de ces propositions d'action, structurer ces propositions d'action pour faire des stratégies, c'est-à-dire prendre les morceaux de propositions puis en faire un grand machin et arriver à une proposition globale. Et le document de la PEP est un gros document dans lequel il y a toutes ces actions et on a fait un important travail de colle, si vous voulez, de structuration. Alors, c'est quoi finalement la planification participative? Alors là, vous avez une définition formelle de l'UN Habitat, donc une des structures des Nations Unies, sur le fait que c'est un processus qui vise un problème ou un contexte particulier. Il s'agit de résoudre ce problème en faisant collaborer des acteurs et préciser donc effectivement ce qui est fait, etc. Alors, ça tourne dans un espace où il y a beaucoup de types de planification avec des termes différents, donc qui vous sont repris ici. Ce qu'on va retenir essentiellement, c'est cette idée que on a des participants qui ont forcément des objectifs à la fois hétérogènes, mais en même temps le même territoire et les mêmes ressources à partager. Ils vont proposer et discuter des actions. Ils vont choisir et assembler ces actions dans des plans qui vont être multi-enjeux, multi-secteurs, on l'a déjà dit, et dont ils vont essayer d'évaluer la faisabilité pour essayer de prendre un chemin qui est réalisable, et finalement aussi l'efficience, c'est-à-dire est-ce que ça va satisfaire les buts des acteurs tels qu'ils se les sont formulés et s'engager dans ces plans. Il ne s'agit pas simplement de formuler le plan, mais aller dedans. Alors derrière ça, il y a beaucoup de défis et pas mal de clés qu'on peut envisager. Les défis, c'est la complexité, la diversité des acteurs, des enjeux, etc. Un autre défi, c'est le fait d'ouvrir vraiment à tous, le fait de pouvoir proposer Les gens, ils ont des idées sur des choses à faire, toujours, mais est-ce que ces idées vont venir avec les autres? Quelle cohérence, quelle synergie? Ça va faire partie des problèmes. Il y a des parties techniques dans l'espace, mais il y a aussi des enjeux sociaux, transformatifs, éducatifs, politiques, économiques. Il va s'agir évidemment de confronter des perspectives plus individuelles et collectives, travailler sur cette faisabilité et efficience dont on a parlé, prendre le chemin de la réalisation. Et un dernier point qui est compliqué, qui est la relation entre planifier et s'adapter. En fait,
il faut planifier pour apprendre à s'adapter, c'est-à-dire pas simplement pour figer les choses dans le futur, mais pour être en capacité de répondre à des changements et à des défis. On avait ce matin un séminaire sur la résilience qui est vraiment dans cette ligne-là. La planification, c'est un outil aussi au service de la résilience parce que c'est un outil au service des gens. Et les clés, c'est quoi? Proposer des outils simples et accessibles, ouverts à tous, avoir un mécanisme qui va faire que les différentes idées qui sont proposées vont pouvoir être mises ensemble, comparées et discutées avec un langage commun. Donc, il y a une notion importante de partager un langage commun. Travailler sur les besoins et travailler sur les effets. Donc, et les besoins, c'est par rapport aux ressources disponibles, que ce soit des ressources matérielles ou immatérielles. Et pouvoir faire la colle entre ces différentes actions dans un territoire, parce qu'une stratégie, c'est complexe. On va parler d'éléments intersectoriels, multiniveaux, etc. Tout ça, c'est compliqué, donc il faut arriver à faire cette colle. Et puis finalement, arriver à une vision globale et critiquable. Ce qui est important, c'est de retenir l'idée que la planification participative, ce n'est pas forcément avant tout d'obtenir un plan, mais c'est en tant que tel, de nouveau, un processus participatif parmi d'autres qui joue un rôle d'apprentissage social face à la complexité. Et peut-être qu'à la fin, le plan, ce n'est pas l'idéal, mais ce qui est important, peut-être, ça aura été tout l'acquis de ce dispositif. Ça a d'ailleurs été une grande partie du sujet à l'époque de la thèse d'Emeline. Alors, formellement, comment ça s'organise? Nous, on a développé une méthodologie qui s'appelle Coplan, qui est en fait une réponse par la modélisation participative, mais portant sur les stratégies des acteurs, sur les contextes, les actions, etc. Alors, d'où on part? On part d'abord d'une situation, d'un contexte socio-environnemental, c'est là où sont les gens. Donc, tout ça va s'inscrire dans la participation. Ça, c'est la séquence que vous voyez de gauche à droite, c'est la séquence participative. Première étape, c'est un regard sur les ressources en jeu, les ressources en partage, ce qu'on va avoir à disposition pour agir. Et puis, le deuxième point de départ, c'est les questions d'objectifs du plan, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut obtenir dans le territoire, qu'est-ce qu'on veut réaliser dans ce territoire en termes de changement, essentiellement. À partir de là, ils vont pouvoir, parce que c'est ils qui agissent, ils ou elles qui agissent, générer ce qu'on appelle des modèles de besoins et des modèles d'impact. Alors, c'est quoi un modèle des besoins? C'est de quoi il y a besoin pour faire quelque chose. Il y a besoin d'argent public, il y a besoin de terrain, il y a besoin de bonne volonté de la part des acteurs, il y a besoin de réglementation, il y a besoin de pouvoir politique. Et quels sont les impacts attendus? Il y a peut-être protéger l'environnement, améliorer la justice sociale et développer l'équité, assurer du développement économique, tout ce que vous connaissez classiquement, mais formulé par les acteurs. Ce qui est important, c'est que ça soit porté par les acteurs. Et à ce moment-là, on arrive à un canevas commun, ce qu'on va appeler un pré-modèle ou un méta-modèle de dialogue, c'est-à-dire c'est le langage. En fait, ce que vous avez ici, c'est ce qu'on va donner en commun aux acteurs pour se parler et pouvoir mettre ensemble des choses qui sont très hétérogènes et très complexes. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va différencier avec des méthodes qui sont, disons, un petit peu plus éclatées, avec moins de cohérence. Là, on va chercher à donner ce langage commun. Et donc, sur la base de ce langage commun et en l'utilisant, les acteurs vont pouvoir, dans leur diversité, dans leur inclusion, élaborer et mettre sur la table un stock assez large d'options. Ça va d'une centaine d'options à plusieurs milliers. Émile présentera un cas avec plusieurs milliers d'options. Et finalement, assembler ces options dans des plans multi-échelles, c'est-à-dire de dire, par exemple, à l'échelle domestique, voilà ce qu'on propose de faire dans les 3 prochaines années et puis dans les 10 prochaines années. À l'échelle des communes, voilà ce qu'on propose de faire. À l'échelle régionale, voilà ce qu'on propose de faire. Et ça, c'est un plan multi-échelle parce qu'il va cibler plusieurs niveaux. Il va intégrer des choses qui vont être techniques. On va construire telle chose. Et puis, on va mettre un programme d'éducation. On va faciliter des comités collectifs. On va mettre en place des instruments économiques. On va faire la transformation politique. Tout ça ensemble. Alors, des torchons et des serviettes, c'est compliqué, mais on essaye de rester au bon niveau pour que ça fonctionne. Voilà. Et je passe la parole à Emeline. Merci. Donc, bonjour à tous. Alors, dans la suite de ce webinaire, on voulait revenir un petit peu sur les différentes étapes qu'il est possible de suivre pour justement mettre en place une démarche de planification participative avec différents acteurs. Donc ça, ce sont les étapes que nous utilisons dans l'approche Coplan qui a été développée au sein de notre équipe. Mais de manière globale, je pense que c'est des étapes qui sont assez génériques et qu'on retrouve dans beaucoup de méthodes de planification participative. Vous allez voir que finalement, identifier des objectifs, faire des propositions d'action, intégrer ces actions dans des plans et puis évaluer les plans et les mettre en œuvre, ce sont des grandes étapes qui sont assez transversales à différents types d'approches.
Alors, pour commencer, peut-être, l'idée est de discuter justement, de faire un cadrage des supports qui vont être utilisés pour la planification participative. Je te laisse passer à la diapo suivante. Merci. Alors, dans un premier temps, pardon, cette diapositive permet de montrer un exemple de cette séquence globale de planification participative. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je reviendrai sur les différentes étapes. Donc là, vous voyez tout en haut à gauche un exemple de ce qu'on appelle un modèle d'action ou une fiche d'action qui est en fait une grille vide finalement qui est proposée et discutée avec les acteurs pour qu'ils puissent faire leurs propositions. Ensuite, dans un deuxième temps, les acteurs peuvent proposer des actions de manière individuelle. On essaye vraiment tout au long de cette démarche participative d'alterner entre des phases individuelles et puis des phases de travail en petits groupes, comme on va le voir sur la deuxième ligne, et des phases de travail un peu plus collectif. Et l'idée est vraiment, à travers les phases individuelles, que chacun puisse exprimer son opinion, ses envies, ses attentes pour le territoire, et en même temps puisse les discuter, les confronter, les débattre avec les autres acteurs pour arriver à un plan qui convienne à l'ensemble des participants. Donc ensuite, après cette première phase individuelle, on met ensemble toutes les actions individuelles qui ont été proposées et puis elles sont donc discutées. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur la quatrième image où deux personnes qui avaient une proposition d'action assez proche finalement la débattent pour savoir si leurs visions sont similaires ou éloignées, quelles sont les différences, est-ce que éventuellement compléter cette proposition pour le territoire. Ensuite, l'étape importante, c'est de pouvoir finalement un petit peu trier, je dirais, ces actions, les intégrer dans des plans, puisque l'ensemble des actions qui ont été proposées ne vont pas forcément être mises en œuvre. Et donc, l'objectif de cette phase qui est vraiment au cœur de la planification, c'est de se demander finalement quelles actions on veut mettre en place, on veut et on peut mettre en place à court terme, à moyen terme, à long terme, et puis ensuite de réfléchir aux ressources qui sont nécessaires pour mettre en place ces actions, aux impacts qu'elles vont avoir pour le territoire, et puis de voir si on a ces ressources, et puis si ces impacts correspondent bien aux objectifs qu'on s'était fixés au départ. Et donc, il y a toute une phase un peu cyclique d'élaboration de ce plan où les actions sont d'abord assemblées et puis ensuite revues et puis on modifie les plans jusqu'à obtenir un plan qui réponde aux attentes des différents acteurs et aux objectifs fixés. Ce plan, il peut être développé à différentes échelles. Donc là, on a l'exemple dans le projet Afro-Maison en Ouganda du niveau villageois et puis à un niveau un peu plus intermédiaire. Et puis ensuite, on avait des plans au niveau régional. Et donc, ces différents plans ont été intégrés puisque l'objectif est bien sûr que les actions de niveau villageois soient bien en ligne avec les actions au niveau régional et vice-versa. Et puis, la dernière étape, c'est de vraiment réfléchir à la mise en œuvre de ce plan et puis, effectivement, de mettre en œuvre les actions sur le territoire. Alors, si on revient à la première étape, donc là, on va vous montrer un exemple de fiche action qu'on utilise souvent dans les différents projets et les démarches qu'on accompagne. Vous allez voir qu'un point commun entre ces différentes fiches, c'est on retrouve au milieu le titre de l'action, tout simplement, une petite description, et puis à gauche, donc les besoins nécessaires, et à droite, les effets attendus. Et ensuite, autour, on peut avoir tout un tas d'autres informations qui sont plus ou moins détaillées en fonction des choix qui sont faits au moment du cadrage sur, par exemple, les acteurs qui doivent réaliser cette action, les échelles auxquelles elle peut être mise en œuvre, les délais, etc.
Ce qui est important ici, comme le disait Niels auparavant, c'est de définir bien ce langage commun pour que finalement toutes les propositions aient un même statut et utilisent un même cadre et qu'elles puissent ensuite être comparées et évaluées sur la base des mêmes critères et des mêmes informations. Donc, ça, j'en ai parlé. Donc, cette partie de ressources à gauche, des impacts à droite, et puis les échelles, les acteurs, qui est derrière ces différentes actions. Donc, l'objectif aussi, à travers ces différentes informations, c'est de pousser les participants à approfondir leur réflexion, parce que pour la plupart, ils auront peut-être une idée en arrivant dans la démarche participative, en se disant il faut absolument qu'il y ait un barrage, un lac collinaire, ou qu'il y ait une route à tel endroit ou telle autre action. Là, ces fiches vont vraiment les obliger à se dire où est-ce que ça doit être mis en place, avec qui, comment, quels impacts ça va avoir sur les autres acteurs, sur le territoire dans sa globalité, et donc à approfondir leur réflexion sur ces différents points. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes fiches, mais c'était simplement pour vous montrer un aperçu des différentes formes que ça peut prendre en fonction des contextes. Et donc, une fois que cette première phase de proposition d'action a été faite, l'idée, c'est qu'elle puisse être débattue donc entre les participants et donc qu'elle puisse être approfondie, raffinée. Et donc, c'est là vraiment un moment important où le dialogue se crée sur les actions qui seront mises en œuvre pour le territoire. Et Niels le disait aussi auparavant, finalement, ce qui est important dans cette étape de planification participative, ce n'est pas forcément le plan qui va être produit, mais c'est aussi tout le dialogue qui se crée sur le territoire, sur une vision commune de ce que les participants veulent mettre en place. Et notamment, à travers ces temps d'échange, c'est là où les différentes visions sont confrontées, discutées, et où les acteurs construisent ensemble leur approche du territoire. Alors, pour vous donner un exemple d'un projet sur lequel je travaille plus particulièrement actuellement, qui est un projet d'adaptation au changement climatique en Tunisie, dans ce cadre-là, on a mis en place une démarche participative sur 6 territoires qui sont situés à différents endroits en Tunisie. Et donc, vous voyez à gauche qu'une fiche d'action a été élaborée, qui a un format encore un petit peu différent des exemples qu'on a pu donner auparavant, mais qui contient le même type d'informations. Donc, la fiche était diffusée en arabe, bien entendu. Là, j'ai donné l'exemple en français. Ensuite, vous voyez au milieu des illustrations qui montrent les ateliers où les acteurs ont pu débattre de ces propositions d'action. Ensuite, ces propositions ont été saisies informatiquement et puis analysées. Et donc, au total, on a rassemblé plus de 11 000 propositions d'action. Et puis, ça a permis à près de 4 300 personnes dans différents villages de pouvoir participer directement à l'élaboration de plans d'aménagement pour leur territoire. Alors, peut-être un dernier point avant de passer à l'étape 4. Je pense que ce qui est important dans cette phase de proposition d'action, c'est le fait que les actions puissent être vraiment de nature diverse. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver seulement des actions techniques, mais on peut avoir des actions qui sont sociales, des actions qui sont liées à la gestion ou à la gouvernance, des actions qui sont liées à l'information. Et c'est cette diversité d'actions qui va permettre que le plan soit vraiment un plan de gestion intégré. On va aussi avoir des actions qui sont probablement très classiques et puis d'autres actions qui sont beaucoup plus innovantes, qui sont plus des actions de rupture ou de transformation pour le territoire. Et donc, à nouveau, l'étape suivante, donc là, l'étape 4, d'intégration de ces différentes actions, va permettre de réfléchir collectivement aux actions qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif fixé initialement.
qui seront probablement un ensemble d'actions classiques et d'actions innovantes, d'actions techniques et d'autres types d'actions, et qui permettent là d'avoir une multiplicité d'impacts et de répondre à différents types d'enjeux. Et donc, à nouveau, cette étape 4, c'est une forme de cycle. En fait, en général, les participants commencent par faire un premier plan d'intention. Et puis ensuite, ils regardent, on voit à droite des plans, l'ensemble des impacts attendus de ces différentes actions. Et puis, ça leur permet de réfléchir avec un visuel sur la faisabilité des plans, leur cohérence, leur efficience, leur efficacité, et de se dire, bah là, finalement, peut-être qu'on avait prévu beaucoup d'actions à court terme qui nécessitent beaucoup de budget ou beaucoup de ressources humaines. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on décale telle ou telle action sur le moyen terme. Et donc, progressivement, de modifier leur plan en fonction des effets, à la fois des ressources disponibles et de la faisabilité, et puis des effets qu'ils pourront produire sur le territoire. Je te laisse conclure, Niels. Voilà, ça y est, je réactive mon micro, pardon. Oui, donc juste pour conclure, pour dire que je sais que parmi vous, certains ont été fidèles à ces webinaires, donc vous avez vu certaines étapes. Et en fait, les choses s'enclenchent les unes avec les autres. Et il y a vraiment une idée de progression et de complémentarité dans les démarches. Ce que vous voyez aujourd'hui sur la planification, ça vient comme effectivement une séquence un peu, pas terminale, mais vraiment complémentaire d'autres choses sur le diagnostic, sur la modélisation, sur l'utilisation des jeux de rôle. Et en particulier, une idée importante et que méthodologiquement on a mise en œuvre, c'est la relation qui existe entre la planification, donc cette démarche co-plan, et puis la modélisation et les jeux de rôle qu'on a vus avec What a Game, Miniwag, etc. Et le fait qu'un jeu, ça peut servir à tester une stratégie, un plan qui a été conçu avec Coplan, et puis ça peut aussi motiver la création d'une stratégie et d'un plan. Donc, il y a une articulation assez forte entre ces dispositifs qui ne sont pas de même nature. Coplan, c'est de la stratégie, c'est des actions décrites. Les jeux sont quand même centrés sur la représentation des systèmes socio-environnementaux. Donc voilà, cette relation-là est très importante et c'est un des points critiques de cette articulation que vous retrouvez dans la boucle des outils couplage qu'on vous a présenté. Voilà. Merci beaucoup. On a 1 minute de retard en tenant compte des aspects d'organisation au début. Les questions sont ouvertes et nous allons demander à notre collègue Stéphanie de bien vouloir y répondre, nous aider à y répondre, pardon, en sachant que simplement, en sachant que oui, vous utilisez la partie questions-réponses de préférence pour vos questions. Merci. Alors, il y a une première question qui peut-être peut s'adresser plus à Emeline sur l'exemple de Pacte où la personne demande comment vous faites pour faire travailler plus de 1000 personnes. Alors, merci pour cette question. Alors, on n'est pas tout seul. C'est là où se situe la réponse. En fait, dans le cadre de Pacte spécifiquement, c'est un programme qui est porté par le ministère de l'Agriculture tunisien, qui s'inscrit dans la lignée des politiques de décentralisation et où, en fait, on travaille avec ce qui s'appelle les commissariats agricoles et de développement rural, qui sont l'équivalent du ministère de l'Agriculture, mais au niveau local. Et au sein de ces structures, des animateurs ont été formés pour faciliter la démarche participative. Et donc, on a construit avec eux ces fiches actions qu'on vous a présentées. Elles ont été, on leur a présenté la structure et puis ensuite, on en a discuté, on l'a raffiné, on l'a adapté au contexte tunisien. Et puis, on a planifié les ateliers avec la population. Et donc, ce sont ces facilitateurs et facilitatrices qui mettent en place la démarche au niveau local.
Et puis ensuite, il y a plusieurs autres personnes qui appuient cette démarche, et parmi eux, notamment des observateurs ou des chargés de suivi-évaluation qui sont là pour déjà faire le suivi des participants, savoir qui est là à chaque atelier, et puis prendre des notes sur les débats, les échanges et les discussions qui ont lieu pour qu'on puisse valoriser un petit peu toute cette matière et puis pouvoir intégrer aussi ces échanges et ces débats dans les plans par la suite. Alors, du coup, il y a le Excuse-moi, Stéphanie, je vais juste compléter un instant, excusez-moi, sur ce point concernant l'usage du numérique dont on parlera la semaine prochaine. En fait, on a des stratégies variables selon les contextes sur l'utilisation du numérique. Il est clair que sur la partie collecte des propositions d'action, d'abord, c'est important d'avoir un temps social quand on a la possibilité de le faire. Une démarche coplan, ça peut se gérer en 1 jour et demi, 2 jours en coprésence avec des gens. C'est possible sans trop de difficultés. Mais on peut aussi se donner du temps. Quand on se donne du temps, à ce moment-là, on peut choisir soit, par exemple, de diffuser les espèces de formulaires, si vous voulez, pour les fiches actions en papier avec un réseau de diffusion, et c'est le cas en Tunisie. Soit on peut utiliser un dispositif effectivement en ligne. Par exemple, là, je vous ai remis le visuel sur le cas de la Drôme, et dans la Drôme, il y avait un dispositif en ligne de consultation, comme on le fait pour exactement la même chose que pour des budgets participatifs. Finalement, ce n'est pas très différent quand même sur cette phase-là. Et donc, on peut avoir des nombres importants parce qu'on a ce passage-là. Après, ce qui devient compliqué, c'est l'intégration. Donc, quand Emeline parle tout à l'heure de 11 000 propositions d'action, autant vous dire qu'il y a une stratégie, ce n'est pas 11 000 actions agrégées. C'est un travail qui va être fait pour sélectionner, par les acteurs, pas par nous évidemment, par les acteurs pour sélectionner et mettre en place des choses qui puissent fonctionner. Voilà, pardon. Excuse-moi Stéphanie. Non, je t'en prie. Du coup, c'est un peu le corollaire de vos interventions avec une question qui porte sur, du coup, si on est tout seul en présentiel, combien de personnes on peut faire travailler ensemble? Et sur les 1000 personnes, pour reprendre cet exemple-là, en gros, il faut un staff de combien de personnes? Alors, c'est très variable en fait, parce que déjà, le contexte importe beaucoup, au sens où finalement, là, dans le contexte tunisien, c'était un contexte où on avait peu la possibilité d'avoir recours au numérique, par exemple, mais vous imaginez bien qu'à travers des exemples comme le grand débat, finalement, qui sont une forme, on peut en discuter, mais de planification participative, où les gens ont la possibilité, en tous les cas, de faire des propositions d'action en ligne. On n'a pas du tout besoin des mêmes ressources nécessaires. Dans le cadre de Pacte, il y a eu énormément de temps qui a été consacré aussi à la saisie des fiches actions, qui étaient des fiches papier, la saisie en ligne et ensuite l'analyse des actions. Si les gens proposent directement des actions en ligne, comme ça a été le cas pour la Drôme, dont Niels parlait dans l'introduction, ce temps-là est considérablement réduit. Ensuite, combien de personnes est-ce qu'on peut faire travailler avec un seul animateur? Déjà, ça dépend beaucoup des compétences de l'animateur. Il y a des animateurs qui ont l'habitude de travailler avec un grand nombre de personnes, d'autres un peu moins, qui sont plus ou moins à l'aise avec la méthode. Dans le cas de la Tunisie, il y a eu certains ateliers où il y a eu plus de 200 participants. Alors, c'est pas du tout idéal, parce que finalement, avec 200 participants, on peut difficilement, et un seul animateur, on ne peut pas faire participer directement tout le monde et faire prendre la parole à tout le monde. Je dirais que pour l'étape par exemple, d'intégration des plans, où on fait travailler tous les gens en groupe, on est généralement sur des groupes de maximum une quinzaine de personnes. C'est un format qui est assez idéal. Par animateur. Par animateur. Oui, par animateur. Tout à fait. Mais pour compléter un petit peu aussi là-dessus, je pense que la question du nombre est très liée à l'autonomisation qu'on donne aux acteurs par rapport à leur démarche. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, en fonction de la façon dont on prépare les choses,
de laisser travailler les acteurs tout seuls. Après, vraiment, la phase critique, c'est l'intégration des actions, puisqu'à la différence de beaucoup de dispositifs que vous connaissez, et peut-être que vous questionnez finalement la différence avec d'autres choses, c'est que beaucoup des dispositifs qui existent, par exemple les budgets participatifs, c'est des actions éclatées, c'est-à-dire chaque action a sa vie propre, son instruction propre. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait des briques qui soient posées et qu'après, il y ait une réflexion globale, intégrée, multi, tout ce qu'on veut, pour mettre les choses ensemble. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que chaque action peut être relativement simple, mais elles ont besoin d'être mises ensemble. C'est pour ça aussi qu'on a cette démarche sur le langage commun. Et ce langage, il oblige les gens à se poser la même nature de questions chacun, de se dire finalement, on va avoir besoin de quel niveau de budget public, on va avoir besoin de quel investissement social, etc. Et après, ils peuvent en parler entre eux parce qu'ils ont utilisé le même langage. Et ça, cette animation-là, elle peut demander un support. Et pour répondre aux questions de précision qui étaient posées par Antoine dans ses commentaires, vraiment mettre un chiffre, c'est pas évident. En session, c'est clair, ce que disait Emeline, 15, 20. Après, on peut animer plusieurs tables. Enfin, il y a toujours des techniques, ça dépend de la capacité de la personne. Sur le long terme, un territoire où il y a un dispositif de planification où vous avez, mettons, 20 ou 30 000 habitants, si vous avez 1, 2 ou 3 animateurs qui bossent bien et dont c'est le boulot, ils vont pouvoir animer le dispositif avec l'instrumentation nécessaire. Il n'y a pas besoin d'avoir en permanence quelqu'un, etc. C'est des schémas normaux de fonctionnement. Mais plus les gens sont en capacité à proposer, plus effectivement l'espace va devenir compliqué et le travail sur lesquels Emeline pourrait revenir de traitement et de préparation intermédiaire sur les actions, il peut devenir important. D'ailleurs, on travaille au niveau méthodologique là-dessus aussi. Une des choses dont on n'a pas reparlé beaucoup, c'est la notion d'apport d'expertise en milieu, puisque une des dimensions aussi, c'est la réexpertise des actions, c'est-à-dire le dialogue finalement entre les propositions des gens et les experts dans les démarches de planification, pour que ça ne soit pas juste du blabla de gens, mais aussi une interaction sur des états de connaissances scientifiques et techniques. Une question sur un autre aspect, vous avez présenté du coup dans Coplan tout le processus qui va jusqu'au suivi des actions et à leur mise en œuvre. Et donc la question, c'est de savoir si ce suivi des actions fait partie vraiment de cet espace de planification et du coup quel engagement on demande aux acteurs dans la mise en œuvre, mais surtout dans l'action conforme au plan initial. Tu as évoqué planifier pour s'adapter, peut-être que ça rentre un peu dans ça. Je vais commencer à répondre là-dessus, je laisserai Emeline compléter juste sur un point, c'est sur la question de l'institutionnalisation. Donc en fait, nous, notre travail, ça reste un travail quand même qui est un accompagnement de ce qu'on va dire concertation, pour dire les choses simplement. Donc c'est-à-dire créer un espace de dialogue qui soit le plus structuré possible sur la faisabilité, l'efficience, etc., de stratégie globale, arrivant à un point où il y a un accord collectif de principe sur un certain nombre de choses à réaliser, et à ce moment-là, on bascule dans autre chose. Cette autre chose, il va mobiliser des compléments d'expertise scientifico-technico-économique, tout ce que vous voulez, pour affiner des éléments de mise en œuvre, et on passera à une phase institutionnelle formelle, où par exemple, on va rentrer en France dans, je ne sais pas quoi, un PAGD, un plan d'aménagement de gestion durable, etc., pour quelque chose. On va rentrer dans un PCAET sur les questions de climat. On aura basculé finalement la phase qui était une phase préalable de concertation, qui va correspondre au schéma AMO, dans un machin beaucoup plus institutionnel. À ce moment-là, c'est le cadre réglementaire qui prévaut. Notre position, elle est que le plan qui est créé n'a pas vocation de façon absolue à devenir un juge de paix universel, une espèce de Bible constante. C'est beaucoup la démarche collective qui doit jouer, et après, il peut y avoir beaucoup d'évolutions, et dans les façons dont on est intervenu sur les terrains, il y a souvent eu, au moment de la bascule institutionnelle, pas mal de modifications dans autre chose, et c'est cette autre chose qui devient opposable, si vous voulez, dans le dispositif. Après, peut-être juste pour compléter, on peut peut-être dire un mot sur ce que Niels évoquait, c'est dans le cas où finalement la démarche de planification participative s'adosse à une démarche institutionnelle, à une politique publique.
Mais potentiellement, on peut aussi imaginer une démarche de planification participative qui soit portée par des acteurs de manière complètement autonome ou par une association ou par n'importe quel autre acteur dans son but propre. Là, finalement, l'idée, c'est pas forcément de forcer les acteurs à s'engager, à mettre en œuvre le plan. Mais l'objectif, c'est que finalement, à travers ce processus de planification participative, éventuellement, ils réfléchissent eux-mêmes à la manière dont la mise en œuvre de ce plan pourra être suivie et évaluée, réfléchissent aux indicateurs qui pourront leur permettre de savoir si, quand ils mettent en œuvre le plan, ce plan va dans le bon sens, il a bien les effets attendus et éventuellement qu'ils revoient le plan en fonction. Et donc, c'est là où on voit les liens entre cette planification participative et puis le suivi-évaluation qu'on avait abordé aussi dans un autre webinaire. Et puis, où on voit aussi que la planification devient adaptative puisque finalement, au moment même de cette planification, on prévoit les leviers, les moments qui vont faire qu'on va changer ce plan, qu'on va le revoir, le réévaluer, le rediscuter ou le redébattre. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On a épuisé les participants. Et puis, on s'approche de 14 heures. Planifier leur après-midi. Bien, comme d'habitude, vous pouvez revenir vers nous. Alors, j'ai répondu en parallèle pour dire que sur des éléments méthodologiques détaillés, vous avez nos MOOC qui sont accessibles. Donc, j'ai remis le lien à mooc.wetagame.info comme point d'information. Et on a aussi des compléments de cours en ligne. Alors, à peu près tout ce qu'on fait est libre et ouvert. Parfois, pas très bien documenté, il faut bien le dire. Parfois mieux. Ça dépend. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions spécifiques sur des dispositifs, des mises en œuvre, et puis aussi sur des compléments de points de formation quand c'est nécessaire. Une précision, c'est qu'on a annuellement pas mal d'étudiants qui sont un peu formés à ces méthodes. Je dis un peu parce que ce n'est pas sur des temps énormes, ils ont au moins des approches. Donc, si vous avez besoin, pour ceux d'entre vous qui êtes dans des structures, si vous avez besoin de stagiaires qui maîtrisent un peu tous ces dispositifs, l'ensemble de ce qui est présenté, on peut éventuellement vous orienter vers des stagiaires disponibles de niveau master, que ce soit en filière eau ou en filière intelligence développement territorial. Voilà. On s'arrête là ? Je pense qu'on va pouvoir clore la session. On va arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup. Semaine prochaine, on parlera de numérique sur un support numérique, toujours. Bon après-midi à tous. À bientôt. Merci, au revoir.